Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par l'URSSAF Rhône-Alpes intitulé « Je deviens travailleur indépendant » et dont nous assurons la présentation à trois, donc moi, Akima, Samia pour la prise en charge de vos questions, Cécile et moi pour l'animation. Tout au long de cette présentation, vous pourrez poser vos questions dans un encart questions-réponses sur la droite de votre écran. Pensez à liker les questions des autres participants lorsqu'elles correspondent à vos propres questions. Il sera répondu aux questions au fil de l'eau lors du temps d'échange par chat prévu par la suite de la présentation, ainsi que dans une foire aux questions mise à disposition par mail à la suite de ce webinaire. Vous pourrez par ailleurs voir un replay de ce webinaire en cliquant sur le même lien qui vous a permis de vous connecter ou en consultant la page LegalD, URSSAF Rhône-Alpes ou encore la page YouTube des URSSAF Auvergne et Rhône-Alpes. Dernière précision, un lien vers un questionnaire de satisfaction sera mis à votre disposition dans le chat. Merci de prendre une minute pour le compléter. Votre avis nous aidera à améliorer les présentations futures. Nous allons voir pendant cette présentation que lorsqu'on crée son entreprise, on crée sa propre protection sociale en payant à l'URSSAF des cotisations et contributions sociales. Ces cotisations et contributions sociales, l'URSSAF, après les avoir recouvrées, les reverse en moins de 5 heures à tous les partenaires dont le rôle est de verser les prestations sociales à leurs bénéficiaires. C'est cette rapidité dans l'encaissement des cotisations et contributions qui garantit l'efficacité du modèle de protection sociale français. L'accompagnement des entreprises depuis le début de la crise du Covid en est l'illustration. Cécile, merci. Je mets le son. Donc, au sommaire, nous allons voir vos interlocuteurs. Hop. Donc, depuis 2020, et l'intégration au régime général, les indépendants dont les auto-entrepreneurs ont 3 interlocuteurs en protection sociale qui sont les organismes du régime général. Concernant le recouvrement, c'est-à-dire le calcul de vos cotisations et le paiement, c'est l'URSSAF, votre interlocuteur, avec le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Concernant la santé, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie qui assure pour vous votre couverture maladie, le site dédié est amélie.fr. Et enfin, pour la retraite des artisans et commerçants, professions libérales non réglementées, c'est l'assurance retraite qui est en charge de vos droits de retraite de base. Pour les professions libérales non réglementées, l'URSSAF et la Sécurité sociale donc restent vos interlocuteurs, mais pour la retraite, c'est la CIPAF qui est en charge de vos droits. Donc, nous allons voir les conditions et les principes. Alors, bonjour. Effectivement, il y a plusieurs conditions et principes applicables au statut d'auto-entrepreneur. Tout d'abord, il y a 4 règles principales qui caractérisent le statut d'auto-entrepreneur. La première est que vous devez déclarer directement le chiffre d'affaires réalisé, sous réserve que ce chiffre d'affaires soit inférieur à 176 200 € pour les activités de vente et 72 600 € pour les prestations de services. Au-dessus, vous relevez d'un régime de travailleur indépendant classique. Vous ne déduisez aucun des frais de gestion que vous avez engagés pour faire vivre et développer votre activité. Vous n'amortissez pas non plus le matériel acquis pour réaliser l'activité. Et vous fonctionnez enfin en franchise de TVA, c'est-à-dire que vous ne récupérez pas la TVA sur les achats auprès de vos fournisseurs et que vous ne facturez pas non plus la TVA à vos clients.
l'immatriculation est obligatoire auprès du centre de formalité des entreprises compétents dont vous relevez. Ce sera le registre du commerce et des sociétés pour les commerçants et le répertoire des métiers pour les artisans. Et ursaf.fr pour les professions libérales. Alors, l'immatriculation ne se fait que par Internet s'agissant des professions libérales sur ursaf.fr. S'agissant du registre du commerce et des sociétés du répertoire des métiers, on peut se déplacer pour une inscription sur site, mais avec des frais d'inscription à ce moment-là. Ensuite, la déclaration du chiffre d'affaires se fera automatiquement en ligne sur www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Alors, ce qu'il est important de connaître sur un plan pratique, c'est que vous avez un dispositif de médiation auquel vous devez adhérer dès lors que vous avez des clients particuliers pas au sens d'originaux, mais au sens de personnes physiques. Vous adhérez à ce moment-là à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable des éventuels litiges qui pourraient survenir dans votre relation à vos clients. Vous avez également, si votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 000 € 2 années de suite, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité d'auto-entrepreneur, mais ça n'est pas obligatoire d'ouvrir un compte dit professionnel. Ça peut être un second compte courant qui, contrairement à un compte professionnel, est gratuit. Mais maintenant, les banques souvent proposent l'ouverture d'un second compte à titre gratuit. Mais dès la création, bien qu'il n'y ait pas d'obligation de le faire dès la création, dans la mesure où votre chiffre d'affaires reste inférieur à 10 000 €, il est préférable cependant d'ouvrir quand même, dès la création donc, de l'entreprise, un compte distinct qui facilitera le suivi de la gestion de l'entreprise. Le calcul et le paiement de l'ensemble des charges sociales se fait chaque mois ou éventuellement chaque trimestre en appliquant un pourcentage forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. À ce forfait social, qui comprend toutes les cotisations et les contributions relatives à la protection sociale obligatoire, il faut ajouter la contribution à la formation professionnelle, qui est également un pourcentage appliqué au chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel. Alors, 0,10% pour les commerçants, 0,20% pour les professions libérales et 0,3% pour les artisans. Alors, petite question pratique, est-ce que l'on m'entend correctement? On t'entend, Cécile, mais je crois que moi, on m'entend pas. D'après ce que j'ai compris, un participant a dit qu'on ne m'entendait pas. D'accord, lors de ta première partie de Oui, présentation. c'est ce que je viens de voir sur le chat. Je m'en excuse. Je suis vraiment Voilà, désolée. oui. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi si vous pouviez répondre sur le chat, s'il vous plaît. D'accord. Alors, pour le moment, est-ce qu'on a un retour quant à la difficulté d'audition? Je pose la question. Ok. Donc, je vais, continuer. Oui, je vais tout de même poursuivre la présentation. Alors, oui, il existe une option simplificatrice. Alors, lorsqu'on a répondu aux obligations énoncées précédemment d'immatriculation, eh bien, une fois qu'on est engagé, enfin, lorsqu'on crée son activité, on peut prendre une option simplificatrice appelée versement libératoire qui permet de payer dans un même prélèvement de cotisation au titre de la protection sociale et de l'impôt sur le revenu ce que l'on doit.
Donc, on peut opter pour cette option dès la création de l'activité ou plus tard, et on peut également y renoncer au cours de la vie de l'entreprise. Cela dit, cette option n'est possible que si le revenu fiscal de référence est inférieur à un seuil qui, pour le coup, est déterminé par l'administration fiscale. Et donc, à ce moment-là, c'est auprès des services fiscaux que vous devrez voir si vous pouvez utiliser, enfin, vous pouvez demander auprès des services fiscaux le seuil en dessous duquel vous êtes autorisé à utiliser ce principe de simplification qui permet de payer en une fois les cotisations sociales et l'impôt sur sur le revenu dégagé. Et si le revenu dégagé est supérieur au seuil, donc vous payez d'une part l'impôt auprès des services fiscaux et les cotisations sociales et contributions auprès de l'URSSAF. Alors, il existe une possibilité d'aide à la création et à la reprise d'entreprise, dite ACRE. Alors, vous bénéficiez de cette aide si vous êtes dans l'une des situations listées sur la page qui est affichée à l'écran, donc différentes possibilités, demandeurs d'emploi indemnisés ou indemnisables par un régime d'assurance chômeur, demandeurs d'emploi non indemnisés, inscrits 6 mois à Pôle emploi au cours des 18 derniers mois, bénéficiaires du RSA et autres situations énumérées sur cette page. Et sous réserve, donc vous bénéficiez de cette exonération. Pour autant, vous avez, pour y prétendre, à compléter un formulaire en ligne lors de la création de l'activité sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et cette aide va se présenter sous la forme d'un taux de cotisation qui sera minoré sur le chiffre d'affaires déclaré. Alors, il y a 2 cas de refus, éventuellement, qui sont énoncés également. Ne pas avoir bénéficié de cette aide depuis 3 ans, ou ne pas être en situation de reprise d'une activité identique à la suite d'une radiation. Enfin, le plus souvent, les gens ne sont pas dans ce cas de figure. Alors, les taux minorés, voilà, se présentent comme suit. Ils sont différents. Les taux qui s'appliquent au chiffre d'affaires sont différents selon la nature de l'activité exercée et son régime juridique. Et ils sont minorés à hauteur de 50%. Le taux minoré est valable sur une durée déterminée qui est calculée à partir de la date de début d'activité et qui va jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant la date de début d'activité. Donc, on vous a mis quelques exemples sur la présentation qui permettent de rendre plus concret cette information. Donc, pour une création au 15 janvier 2022, le taux réduit sera appliqué jusqu'au 31 décembre 2022 et idem pour une création au 25 mars 2022. Donc, vous voyez, il est important de déterminer correctement sa date de début d'activité. Donc maintenant, nous allons venir au calcul des cotisations et l'impôt sur le revenu. Donc, à l'issue de l'exonération de l'ACRE, vous allez passer sur un taux plein. Donc, pour la vente de marchandises, c'est 12,8. La prestation de service commercial ou artisanal, 22%, ainsi que pour les autres prestations de profession libérale, autres services de profession libérale, BNC, profession libérale relevant de la CIPAF, 22,20 et le location de tout meublé de tourisme classé, 6%. Si vous avez opté pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu, le versement libératoire, s'ajoute au taux du régime 1% pour la vente de marchandises qui fait un taux à 13,8, 1,7 pour la prestation de service commercial ou artisanal, 1,7. Les autres prestations de services et professions libérales, BNC, 2,2%, donc 24,20. Profession libérale relevant de la CIPAV, le taux est de 2,2, donc le taux sera de 24,40. Et pour les locations de meublés tourisme classés, 1%, le taux sera à 7%. Les modalités de déclaration et de paiement.
Donc, tout se passe sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous pouvez effectuer vos déclarations mensuelles ou trimestrielles. Si vous êtes demandeur d'emploi, le mieux pour vous, c'est de choisir l'option mensuelle. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des carences au niveau des paiements ou pas la totalité de vos indemnités Pôle emploi. Donc, on conseille vraiment que vous soyez au mensuel. Si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, l'option trimestrielle, vous pouvez opter pour. La déclaration de chiffre d'affaires, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires, y compris s'il est à 0. Les premières déclarations sont attendues 90 jours après votre inscription. Pour une option mensuelle, un exemple, vous commencez votre activité en octobre, vous aurez 4 déclarations à faire à partir de février, puis chaque mois. Comme je vous l'avais dit, on vous rappelle pour les allocations Pôle emploi d'opter pour le mensuel. Vous pouvez également, si vous avez opté pour le trimestriel, attester sur l'honneur de votre chiffre d'affaires en attendant de pouvoir la déclarer en ligne. Depuis peu, vous avez la possibilité de déclarer votre chiffre d'affaires en ligne sans avoir la carence des 90 jours. Vous pourrez déclarer le mois de janvier, par exemple le mois de février, pardon, exigible au mois de mars à partir de l'ouverture de la déclaration début mars. Mais par contre, si vous optez pour un paiement par télépaiement, le paiement interviendra dans les 90 jours. Donc, comme on l'a vu, tout se passe sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Dès que vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires en ligne, le montant est calculé automatiquement en fonction de votre activité. Vous pouvez payer par télépaiement. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un débit le mois N plus 30 jours, pardon, ou par carte bancaire, paiement immédiat. La protection sociale, on va voir la santé, la retraite et la famille. La CPAM gère actuellement pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, vos droits au niveau des remboursements maladie. Vous êtes remboursé comme tout le monde, comme un travailleur salarié. Vous pouvez également bénéficier de prestations maternité et paternité. Pouvoir bénéficier également des droits à la complémentaire santé solidaire, l'invalidité décès, la prévention et l'action sociale. Donc, pour la maladie, les prestations en nature, comme je vous l'ai expliqué, c'est la même couverture pour tous. Les prestations qu'on dit en espèces, indemnité journalière, vous venez démarrer votre activité, donc on se base sur les revenus cotisés sur les 3 dernières années. Ça veut dire que si vous êtes malade et que vous êtes demandeur d'emploi, éventuellement, vous pourrez bénéficier d'indemnités liées à Pôle emploi. À l'issue des 3 années, on calculera vos indemnités journalières sur votre chiffre d'affaires. La maternité et la paternité, donc vous pouvez bénéficier d'un congé paternité ou d'un congé maternel. Tout se fait sur le site. Vous avez également un simulateur sur le site amélie.fr. Pour l'accident de travail, donc l'accident de travail n'est pas reconnu pour les travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs ou travailleurs indépendants classiques, mais vous pouvez éventuellement demander une prise en charge par la CPAM d'une assurance complémentaire spécifique. Vous allez la souscrire auprès de la CPAM pour des indemnisations complémentaires. La complémentaire censée, c'est une option à s'inscrire auprès d'un assureur privé. On parle bien de la mutuelle. La retraite de base, donc pour les travailleurs indépendants, il se calcule de la même façon qu'un salarié depuis 1973. Donc, il est calculé sur les 25 meilleures années, sur 50% du revenu annuel moyen. C'est la caisse primaire, c'est l'assurance retraite qui s'occupe de la retraite des travailleurs indépendants. Pour les professions libérales, le calcul est différent et c'est la CIPAF qui s'en occupe. La retraite complémentaire, comme un travailleur salarié, elle se calcule sous forme de points. Donc, pour les travailleurs indépendants, commerçants, artisans, professions libérales non réglementées, c'est l'assurance retraite. Et pour les professions libérales, c'est la CIPAF. Vous pouvez éventuellement, en cas de maladie, avoir recours à une pension d'invalidité
qui est également calculé sur les mêmes critères qu'un salarié. Donc, c'est les 10 meilleures années d'activité et il calcule la pension sur un revenu annuel moyen. La retraite complémentaire, elle est facultative. Vous pouvez souscrire si vous le souhaitez auprès d'un organisme privé à un PER. Vous avez, pardon. C'est bon, Cécile. Donc, pour la validation des trimestres pour la retraite, à aujourd'hui 2022, ils ne sont pas connus pour les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées. Pour la CIPAV, donc profession libérale réglementée. Pour valider un trimestre, vous devez avoir un chiffre d'affaires annuel du 1er au 31 décembre de chaque année civile de 2 421 €. Ça vous validera un trimestre. Pour valider 2 trimestres, le montant est de 4 842 €. 3 trimestres, 7 263 €. Et pour les 4 trimestres, 9 684 €. Les autres assurances, donc la famille, les prestations, elles sont identiques à celles des salariés, donc c'est géré par la CAF. La formation professionnelle, donc comme vous l'a présenté Cécile, si votre chiffre d'affaires vous le permet, vous pouvez cotiser pour la formation professionnelle qui pourra vous ouvrir des droits, un financement au paiement de cette formation. Le chômage, les travailleurs indépendants ne cotisent pas au chômage, donc ils n'ouvrent pas de droit au chômage, sauf si vous souscrivez auprès d'un organisme privé. Alors, voyons maintenant les cas de sortie du dispositif. Alors, il y a 4 raisons qui font que l'on va sortir du dispositif de l'auto-entrepreneur. Il y a le passage volontaire à un autre régime que vous allez signaler par un simple message à l'URSSAF et il est inutile de radier le compte auto-entrepreneur. Il y aura un transfert vers un compte autre, travailleur indépendant classique par exemple. L'obligation à changer de statut du fait du dépassement des seuils de chiffre d'affaires les deux années consécutives. Selon l'activité, 72 600 et 172 400, enfin les deux seuils indiqués au début qui sont ceux en dessous desquels on peut être auto-entrepreneur, indiqués en début de présentation. Un chiffre d'affaires à 0 pendant 24 mois consécutifs ou 8 trimestres civils et qui a pour effet une radiation automatique du compte auto-entrepreneur. Donc, on ne laisse pas en sommeil un compte auto-entrepreneur, on le radie si effectivement le chiffre d'affaires est à 0 pendant 24 mois consécutifs ou 8 trimestres civils. Voilà. Et puis enfin, la cessation de l'activité parce que pour différentes raisons, parce qu'on change d'option, parce qu'on atteint l'âge de la retraite, par exemple, si on s'est lancé tardivement dans une activité d'auto-entrepreneur. Les services en ligne qui sont proposés pour gérer votre situation, votre statut d'auto-entrepreneur. Alors, il s'agit du site auto-entrepreneur.ursaf.fr auquel on accède aussi bien sur ordi que sur les applis téléphones, que ce soit smartphone lambda ou iPhone. Sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous trouverez la rubrique Mon compte dans laquelle vous accédez à l'ensemble des services proposés, à savoir l'historique de vos déclarations, les montants déclarés et payés, les dates d'exigibilité. Vous pouvez également télécharger des attestations de vigilance, de chiffre d'affaires, enfin différentes formes, différents types d'attestations qui peuvent vous être demandées. Vous pouvez également échanger avec votre URSSAF via la messagerie. Alors, précision importante, si ce n'est essentiel, ces services sont sécurisés et sont gratuits. Donc, méfiance parce que actuellement, particulièrement, c'est évoqué récemment encore dans l'actualité, beaucoup d'arnaques s'adossent à des sites officiels auxquels ils ressemblent le plus possible pour essayer de soutirer de l'argent aux gens. Donc, sachez que pour l'URSSAF, les cotisations sont à payer, effectivement, mais l'accès à nos services est strictement gratuit. Alors, l'accompagnement progressivement se met en place
auprès des créateurs et des porteurs de projets. Alors, différents types d'accompagnement. Il y a d'une part un accompagnement personnalisé des créateurs pendant les 12 premiers mois de leur activité. Il y a également en cours la mise en place d'accueil commun, URSSAF, caisse d'assurance maladie, caisse de retraite. Et il y a enfin l'accompagnement, le cas échéant, des entreprises en difficulté. Alors, s'agissant des entreprises en difficulté, il y a un dispositif d'action sociale, justement, qui, en cas de difficulté pour l'entreprise et sous réserve de remplir certaines conditions, permet de bénéficier d'aides mises en place par la caisse d'assurance maladie pour les aides concernant, par exemple, l'accès aux soins ou la perte de salaire du fait d'une maladie, et la caisse d'assurance retraite et de santé au travail, dite CARSAT, pour les personnes en situation difficile sur le plan familial au moment du départ à la retraite. Le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant peut également octroyer des aides dans certaines situations relatives à des difficultés dans la vie, dans l'activité professionnelle, des problèmes de santé, des difficultés après votre départ en retraite. Et pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV, les demandes sont adressées à la CIPAV et non au Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant. Donc, alors, ne vous souhaitant pas de rencontrer ces difficultés, sachez quand même que c'est un filet de sécurité, entre guillemets, qui peut vous aider le cas échéant. Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles à votre projet de création, d'une part sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, sur la chaîne YouTube de l'URSSAF également, où sera notamment rediffusé ce webinaire. Des informations sont diffusées également sur les réseaux sociaux tels Twitter ou LinkedIn. Voilà. Je vous propose maintenant que nous passions à vos questions pour y répondre, alors soit directement, soit par l'envoi d'un question-réponse qui vous sera adressé par mail conjointement au support qui était présenté cet après-midi. Alors, merci Cécile. Donc, il y a eu quelques questions de poser. Notamment, Samia a pu répondre à Aurélia concernant une question. Je suis fonctionnaire et j'ai pris une disponibilité puisque je cotiserai au chômage en créant une entreprise. Est-ce que si la société ne fonctionne pas, est-ce que j'aurai droit au chômage? Et si oui, au bout de combien de temps? Comme vous l'a dit Samia par écrit, il faudrait se rapprocher de Pôle emploi pour cette question. Et pour la retraite, comment ça se passe si j'ai une période en tant que fonctionnaire? Donc, pour la partie retraite en tant que fonctionnaire, vous devez avoir un régime retraite dédié. Donc là, on vous invitera à contacter votre régime retraite. D'autres questions, je vais vérifier. Un auto-entrepreneur peut-il répondre à des appels d'offres? Oui, vous pouvez, en fonction de votre activité, répondre à des appels d'offres. Tout à fait, vous avez le droit. Il y avait également une question qui, je pense que c'était Aurélia qui posait la question, est-ce que je peux être formatrice? Vous pouvez bien sûr avoir le statut d'auto-entrepreneur en tant que formatrice. Il suffit de créer votre activité sur le site de l'auto-entrepreneur. Je vérifie les questions. Il n'y a pas eu d'autres questions de poser. Akima, il y a une question dans... Et je viens de la voir arriver. Parfait. Alors, à quel statut pourrais-je aspirer si mon CA dépasse le montant?
Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis parce que vous parlez de statut de l'entreprise? Je pense que c'est ça. Donc, un auto-entrepreneur, s'il dépasse les plafonds, effectivement, il peut passer à ce qu'on appelle un travailleur indépendant classique. Donc, soit le régime réel, soit le régime micro-simplifié. Comme vous l'a expliqué tout à l'heure Cécile, si votre chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives dépasse le plafond de 72 600 €, on va automatiquement vous passer au régime réel, au régime micro-social. Ça se fera automatiquement. Je suis architecte d'intérieur. Ce métier relève-t-il de la CIPAV, le code APE architecte intérieur? Tu me rejoins, Samia, hein, ça fait bien partie des professions libérales. Alors, architecte d'intérieur, oui, c'est profession libérale réglementée. Hein. Réglementée ou non réglementée, je ne sais pas. Oui, il y a un petit... Architecte, c'est réglementé, mais architecte d'intérieur, je ne suis pas sûre. Ça peut être une profession libérale non réglementée. C'est ça. Ça sera déterminé lors de l'affiliation. Alors, je vois les questions. Quelles sont les conditions pour obtenir une aide à la création par Pôle emploi? Donc là, je vous inviterai à contacter directement Pôle emploi. Il existe des aides. Par contre, on ne pourra pas vous en dire plus car c'est des compétences de Pôle emploi. Au niveau du régime des travailleurs non salariés, l'ACRE, comme vous l'avez pu le voir pendant la présentation, c'est un taux réduit de vos cotisations, mais effectivement, il faut être demandeur d'emploi. La question, quelles sont les conditions pour obtenir une aide à la création par Pôle emploi? Non? Voilà, donc il faut déjà être bénéficiaire de l'ACRE. C'est-à-dire qu'il faut avoir un accord de l'ACRE auprès de l'URSSAF pour avoir ensuite l'ARS. Donc après, le Pôle emploi statue pour l'ARS. Aurélia, consultant prestation de service, cela correspond à quelle activité? Donc un consultant, il est considéré soit comme une profession libérale, comme une profession libérale non réglementée. Donc la prestation de service, si c'est ce que vous voulez savoir, c'est ce qu'on appelle du BNC, des bénéfices non commerciaux. J'espère avoir répondu à votre question. Et que se passe-t-il s'il faut se réinscrire à Pôle emploi? Est-ce que vous pouvez être plus précis par rapport à cette question, s'il vous plaît? Conducteur de travaux. Alors, je vais voir conducteur de travaux. Conducteur de travaux. Désolée, encore une fois, un peu plus de précision dans vos questions. Consultante en conservation préventive. Alors, pour moi, les activités que vous êtes en train de dénoncer, elles relèvent plus des professions libérales non réglementées aux professions libérales. Consultante, conducteur de travaux. Conducteur de travaux, c'est assez flou comme activité. Il faut savoir qu'il faut être le plus précis quand vous faites une déclaration de début d'activité. Pourquoi? Parce que consultante, on peut être consultante dans plusieurs domaines. Conducteur de travaux, c'est exactement, c'est la même chose en fait. Il faut être plus précis quand vous faites l'affiliation, soit auprès du CFE de l'URSSAF ou n'importe quel CFA, que ce soit la Chambre des métiers, du commerce. Il faut vraiment être précis sur votre type d'activité que vous souhaitez créer pour ne pas avoir une problématique d'affiliation par la suite ou un refus d'affiliation. Où peut-on trouver l'activité par rapport au code APE? Donc, l'activité par rapport au code APE, en fait, c'est l'INSEE qui va vous attribuer un code APE. Et c'est justement là où j'en venais, je vous expliquais tout à l'heure. C'est là où il faut être très précis dans le descriptif de votre activité.
Quel statut pour une activité de réflexologie plantaire? Donc là, on est plus sur une Samia. Réflexologue plantaire, c'est une profession C'est les libérale. métiers. C'est les métiers. C'est la chambre des métiers. La chambre des métiers, la réflexologie? D'accord. Alors, je vais voir les autres questions. Excusez-moi. Je pense qu'on a tout vu. 74-17, ça c'est un code APE. BNC ou autre. D'accord. Bah, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les activités que vous nous énoncez, elles peuvent être autant profession libérale non réglementée ou profession libérale réglementée. Le BNC et le BIC, il est déterminé par les impôts. Donc, à la création de votre entreprise, vous recevrez un memento fiscal qui va vous indiquer votre régime d'imposition. Et c'est là que vous allez pouvoir savoir si vous êtes en BIC ou en BNC. Alors, architecte d'intérieur fait partie du BNC. Les architectes d'intérieur, encore une fois, tout va dépendre des impôts, comme je vous l'ai expliqué juste à l'instant. Ça relève de l'administration fiscale, donc les impôts, qui vont déterminer le BIC ou le BNC. Je me répète, vous recevrez un memento fiscal où est indiqué sur le document le régime d'imposition qui va déterminer si vous êtes au BIC ou au BNC. Ne vous inquiétez pas, ce document, vous le recevez une fois que vous êtes inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Bonjour, en tant que masseur thérapeutique en Ayurveda, de quel code APE je dépends? Le code APE, comme je vous l'ai expliqué, il va être déterminé en fonction de l'activité et il sera transmis par l'INSEE. On n'est pas capable aujourd'hui, en fonction des métiers que vous êtes en train de nous énoncer, quel sera votre code APE. Quand vous recevrez votre numéro de SIRET, sera indiqué également le code APE relatif à votre activité d'auto-entrepreneur. Peut-on faire plusieurs activités sur une même entreprise? Exemple, production de cinéma et vente de bijoux en libéral, bien entendu. Oui, en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez avoir plusieurs activités. Vous devez obligatoirement, sur l'activité principale, faire ce qu'on appelle une adjonction d'activité. C'est-à-dire, vous voulez être producteur de cinéma, vous devez faire la démarche également de déclarer la vente de bijoux. La vente de bijoux, ce n'est pas une profession libérale, hein. Ça reste une profession artisanale ou commerçante. On ne peut pas savoir avant le memento fiscal. Non, vous ne pouvez pas savoir le type de régime auquel vous allez être avant d'avoir ce memento fiscal. Pourquoi devenir TI plutôt que de basculer en URL ou vice-versa? TI, c'est un travailleur indépendant. Donc, que vous soyez en URL ou en SARL ou en auto-entrepreneur, vous êtes tous considérés comme des travailleurs indépendants. Maintenant, au niveau de votre question, pourquoi devenir TI plutôt que de basculer en URL ou vice-versa? Excusez-moi encore, un peu plus de précision sur la question, à moins que mes collègues aient compris. Tamia? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une question là, j'essaie d'essayer de répondre au mieux. Il nous demande pourquoi devenir TI plutôt que de basculer en URL ou vice-versa. Pourquoi devenir TI ou basculer en URL? Bah, après, c'est des questions de finances. C'est ça. C'est des questions de finances, d'impôts, de charges d'exploitation. Il y a tout un calcul qui se fait à la base.
L'auto-entrepreneur, aujourd'hui, il déclare à l'URSSAF son chiffre d'affaires et il paye des cotisations en fonction de son chiffre d'affaires qu'il a encaissé. D'accord? Comme vous l'a expliqué Cécile lors de la présentation, un auto-entrepreneur n'a pas le droit de déduire des frais réels ou des frais de fixe sur son auto-entreprise. Donc, tout dépend si vous allez avoir un local, comment va se présenter déjà votre entreprise. Maintenant, si vous souhaitez avoir plus d'informations au niveau des finances, le mieux pour vous, c'est de prendre un contact avec un comptable pour qu'il vous accompagne au mieux sur le statut qui sera le mieux adapté pour vous. Oui, parce que pour compléter la réponse d'Akima, c'est vrai que si vous faites le choix d'une structure juridique plus élaborée en société, vous aurez à constituer une société, à rédiger et à publier des statuts. Donc, il y a quelques frais d'enregistrement, alors qu'ils ne sont pas forcément très élevés, mais tout dépend de votre activité, la façon dont vous allez l'exercer. Mais vous serez de toute façon travailleur dit non salarié. La distinction, le partage des eaux se fait entre les travailleurs non salariés qui peuvent être, selon le cas, auto-entrepreneurs, mais là, on ne déduit pas les charges fixes. Travailleurs indépendants dits classiques, où là, on déclare un bénéfice et on a déduit l'ensemble des charges que l'on engageait pour son activité, ou alors on est en statut travailleur indépendant avec déduction des charges, mais en format société pour différentes raisons juridiques qui nous appartiennent par rapport à notre situation personnelle, familiale, financière, voilà. Et après, c'est vrai que l'accompagnement d'un cabinet comptable a son utilité, son intérêt par rapport à ça. Mais il faut connaître précisément les situations de création d'activité. Je ne sais pas s'il reste encore des questions. Non, il n'y a plus de nouvelles questions. Voilà. Je ne sais pas s'il n'y a plus de nouvelles questions. Je pense que nous allons, je regarde en même temps puisque il n'est pas encore 14h30. Nous vous remercions pour votre participation, pour les questions posées. Nous allons vous adresser donc par mail, comme nous l'avons fait pour l'envoi du lien pour vous connecter, le support de présentation utilisé aujourd'hui. Il y a des liens vers les différents sites qui ont été évoqués, ainsi que un fichier questions-réponses où on reprendra les questions que vous avez posées, les réponses que nous y avons apportées, ou alors le lien vers le partenaire qui est plus à même que nous de répondre selon votre demande. Nous vous demandons écoutez, de compléter autant que faire se peut le questionnaire qui est mis en ligne, le questionnaire de satisfaction. Alors bon, je sais que ce n'est pas ce sur quoi se précipitent les personnes qui ont suivi les webinaires en règle générale, mais ce serait sympa de le faire, ça prend peu de temps et en plus ça peut aider effectivement à améliorer nos prochaines interventions. Et puis pour le reste, le principal, c'est quand même de vous souhaiter pleine réussite dans votre projet de création d'activité, d'entreprise. Voilà. Il y a des nouvelles questions. Alors s'il y a des nouvelles questions, on ne va pas les censurer. Hein. Je ne referai pas toute la conclusion, mais on va répondre aux nouvelles questions qui parviennent. Alors, je vous dis la question. Lors de la création, l'option EURL est-elle fortement conseillée? Tamia? Pour L'option URL, est-ce qu'elle est fortement conseillée? Ça reste par rapport à la création d'entreprise. Le URL. Alors là, c'est une question sur laquelle, sur ce webinaire-là, on ne répondra pas parce qu'il y a un autre webinaire travailleurs indépendants. On invite la personne à participer à l'autre webinaire où on détaillera un peu plus le statut URL éventuellement. Hein. Oui. Voilà, ce n'était pas le sujet du… Oui, parce que le URL, c'est un des choix qui peut se faire lorsqu'on a décidé de devenir travailleur indépendant, on va dire au sens classique du terme, avec bénéfice,
enfin, chiffre d'affaires moins charge donne un bénéfice qu'on soumet à cotisation et à impôt. Alors, dans ce cas de figure-là, on a différentes options. Si on a fait le choix de l'auto-entrepreneur, la question de, enfin, si on décide d'être auto-entrepreneur, c'est pas comparable et c'est pas à mettre en parallèle avec le statut de URL. Le statut de URL, il va pouvoir se comparer avec le statut de SARL, avec gérance majoritaire, donc société à responsabilité limitée dès lors qu'on est au moins 2, et avec gérance majoritaire partagée ou unique. Et puis le URL, c'est si on est seul mais qu'on veut se constituer en société par rapport à un statut de travailleur indépendant dit classique. Mais on ne va pas le mettre du tout en comparaison avec un statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur, il est souvent réservé à un début d'activité pour voir comment ça va fonctionner, en souhaitant même qu'on dépasse les chiffres d'affaires seuil au-dessus desquels on ne peut plus rester en auto-entrepreneur. Ça veut dire que l'activité se développe réellement et bien. Et puis, on va aussi le réserver à des activités qui demandent peu d'investissement, parce que si vous devez avoir un local, un utilitaire pour transporter le matériel, acheter des matériaux pour faire vos interventions, vous voyez, il sera plus intéressant d'avoir un chiffre d'affaires, de déduire les charges et de dégager un bénéfice. L'auto-entreprise, l'auto-entrepreneur, il est très adapté à des créations d'activités où on a peu d'investissement à faire au départ, si ce n'est l'investissement de son temps et de son temps de travail et un investissement qui est personnel là pour le coup. Il y a une autre question. Si on a un contrat en Suisse, comment cela se passe avec l'URSSAF? Alors, si on a un compte ou un contrat en Suisse? Un contrat en Suisse. Un contrat, d'accord. Parce qu'un compte en Suisse, là, on ne peut pas répondre. Un contrat, pardon. D'accord. Donc, si c'est un contrat salarié ou un contrat lié à votre future activité d'auto-entrepreneur? Parce qu'il existe une cellule à l'URSSAF qui s'appelle Mobilité internationale qui, justement, peuvent vous accompagner si c'est une activité que vous allez exercer en Suisse, mais liée à votre auto-entreprise. Après, il existe également l'URSSAF des frontaliers, mais ce qui n'a rien à voir avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc là, sur votre question, je pense qu'il faudrait avoir un peu plus de précision. Je m'excuse encore une fois pour les précisions, parce que c'est un domaine qui peut être très vaste. Ce qu'il a répondu. Un contrat en Suisse. D'accord. Vous allez avoir une activité en Suisse et une activité d'auto-entrepreneur en France. C'est une question, excusez-moi. Là, en l'espèce, peut-être que ce serait une question à poser plus spécifiquement par mail pour une prise de contact individualisée, un accompagnement par rapport à une situation de fait spécifique, on va dire. Comme prestataire lié à l'entreprise. D'accord. Donc, comme vous l'a dit Cécile, ce genre de questions, oui, je pense qu'il faudra mieux répondre après le webinaire ou dans les jours qui arrivent. On puisse vous recontacter pour avoir un peu plus de précision et essayer de vous accompagner par rapport à votre question. Vous pouvez poser la question sur l'adresse mail à partir de laquelle on vous a envoyé le lien vers la présentation et on aura vos coordonnées et on reroutera pour une prise de contact individualisée à ce moment-là. Moi, je ne vois pas la question, donc je ne vois pas les coordonnées de la personne. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que moi, les dernières questions, elles ne m'apparaissent pas.
On parle toujours de la facturation sur l'entreprise en facturant en Suisse. Alors, de toute façon, si la personne facture en Suisse, les sommes, elles sont obligées de transiter sur son compte bancaire en France. Mhm. Parce que quand les auto-entrepreneurs ils sont contrôlés avec les relevés de compte bancaires. Donc, les sommes, elles seront obligées de transiter avec sur son compte bancaire en France, hein. Après, si c'est une question de TVA, il y a des auto-entrepreneurs qui arrivent à avoir de la TVA intracommunautaire, mais ça, c'est une question qui relève des services fiscaux. Et cette question-là, elle est à voir avec les services fiscaux. Après, effectivement, il y a des auto-entrepreneurs j'ai eu le cas, qui facturaient aux États-Unis. Alors, effectivement, il y a des problèmes avec le taux de change. En Suisse, c'est pas l'euro, c'est le franc suisse. Il y a des problèmes avec les taux de change. Donc, effectivement, après, la personne, elle va se retrouver, l'argent doit transiter par son compte bancaire. Donc, la personne, elle va se retrouver avec des frais de change au niveau de sa banque. Et donc, à lui de voir si c'est viable ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà, il y a toute une histoire de taux de change, etc. Quand on facture à l'étranger, à savoir que les sommes, elles doivent transiter par le compte bancaire. J'ai dû répondre à la question parce qu'il n'y a plus de questions. Il y a... Ah, bah de rien, Aurélia. Elle nous dit merci. Donc, Merci Aurélia. il n'y a plus de questions, Cécile. C'est terminé là. D'accord, mais écoutez, à ce moment-là, on va mettre fin à la présentation et aux échanges. Encore une fois, on vous enverra un question-réponse reprenant les réponses qu'on a faites, mais en les complétant également. Et puis, pour des questions plus précises et plus individualisées, vous pouvez, le cas échéant, effectivement, nous les poser sur l'adresse mail par laquelle vous est parvenu le lien, qui est une adresse générique, mais qu'on exploitera voilà, pour ensuite reprendre contact avec vous si nécessaire. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et puis, merci pour vos questions et l'intérêt que vous avez porté à cette présentation. Et dans le prochain webinaire, qui est mardi prochain de 13h30 à 14h30, le statut du travailleur indépendant, format individuel ou format société, sera évoqué, présenté plutôt.